Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars Rogue One. Alors, en fait je sais pas si ça se voit super bien à la caméra, mais voici un poster du dernier Star Wars sorti mercredi dernier en salle. Et comme j'étais dans la première séance IMAX du Gaumont Multiplex, ils nous ont offert un poster du film. C'est un cadeau somme toute assez sympathique. Je sais pas s'ils en ont donné encore derrière, mais bon, voilà. Donc on va parler du dernier Star Wars, événement de l'année à n'en point noter. D'ailleurs, le film a explosé le record de prévente aux États-Unis, en démarrant à 29 millions de dollars sur les séances minuit. À titre de comparaison, les deux plus gros films en termes de box-office au premier week-end ont été cette année Captain America Civil War, qui a démarré à 27 millions de dollars, et Batman vs Superman à 26 millions. Donc 26-27 contre 29 pour Star Wars Rogue One. Voilà. Donc, Star Wars Rogue One, pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2010, quelque chose comme ça, eh bien Disney s'est octroyé les droits du coup des Indiana Jones et des Star Wars pour la modique somme de 4 milliards. Waouh! Sachant que les films ont même pas rapporté 7 millions de dollars de toute la saga Indiana Jones et toute la saga Star Wars. C'était un pari assez osé, mais visiblement ils ont décidé de capitaliser à fond dessus. Et ça a totalement marché jusqu'à présent. Avec le premier film qu'ils ont sorti, Star Wars épisode 7, a rapporté plus de 2 milliards box-office, ce qui était une claque monumentale, et il a pulvérisé le record d'Avatar aux États-Unis en rapportant 960 millions contre 760 pour Avatar. Et donc ils vont nous sortir un Star Wars par an jusqu'en 2020, dans le pire des cas, ou dans le meilleur, suivant comment on voit les choses. Mais donc voilà, un film par an. Donc Star Wars épisode 7, Rogue One, Star Wars épisode 8, un film sur Han Solo, Star Wars épisode 9 et un film sur Boba Fett. Ou sur Obi-Wan Kenobi, enfin un troisième spin-off, mais on ne sait pas trop. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un spin-off, eh bien disons qu'on a l'arc scénaristique principal de l'univers Star Wars, et les scénaristes de la poule de Disney ont décidé de créer des petites histoires qui pouvaient s'imbriquer dans certains grands arcs narratifs, mais qui n'était pas forcément l'histoire clé de leur univers. Donc, premier spin-off, Star Wars Rogue One. Le film se centre sur le personnage de Jyn Erso, incarné par Felicity Jones, qui est la fille de Galen Erso, incarnée par Mads Mikkelsen à l'écran, qui se trouve être le concepteur des plans de l'étoile de la mort, ou l'étoile noire, en fonction de la VF qu'on a eue. Pour ceux qui ne se rappellent pas, l'étoile de la mort, c'est bien évidemment l'énorme sphère spatiale qui est capable de détruire les planètes d'un simple rayon laser. Donc voilà. Et le principe du film, c'est donc Jyn Erso qui va rejoindre l'Alliance par un concours de circonstances et qui va se retrouver mêlé à un plan visant à détruire l'étoile noire, enfin plus précisément à voler les plans qui permettront dans l'épisode 4 de détruire l'étoile de la mort. Voilà pour l'histoire. Une histoire assez sommaire qui n'avait pas forcément besoin d'être racontée dans la mesure où on savait déjà un peu comment ça allait se terminer. Puis dans l'épisode 4, effectivement, ils ont les plans de l'étoile. Mais donc ça explique pourquoi est-ce qu'il y avait eu une faille aussi énorme et tout ça. Et un peu ça nous montre les personnes qui ont été impliquées là-dedans. Et ouais. Alors d'un point de vue scénaristique, je reste assez mitigé. Que ce soit l'histoire en elle-même, et surtout les personnages. L'histoire, c'est sommaire. On utilise un grand space opéra qui est Star Wars pour simplement nous faire une bête histoire de rebelles contre l'Empire avec une histoire de vol de plans. C'est un peu trop bateau pour ce que Star Wars mériterait d'avoir comme scénario. Et surtout, le problème, c'est les personnages. Donc tu as Jyn Erso qui est un peu propulsé là par hasard, qui a des motivations un peu légères,
le mais badass, un peu bad boy de l'Alliance, qui est l'espèce de trouble. C'est un type. Je mets sa photo là comme ça parce que là ça se voit pas forcément très bien. Incarné par machin Luna, on s'en fout, de toute façon il a pas une grande carrière ce type. Et il a pas forcément vocation à en avoir une. Enfin, c'est pareil que ce film là qu'il va décoller en tout cas. Donc lui on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. C'est un peu un pion, totalement un pion qui exécute les ordres. Donc on s'intéresse pas trop à lui, il y a le pilote. Pareil, il a décidé de se rebeller parce qu'il était pote avec Galen Erso. Et voilà, et surtout là les deux que je vais appeler les Asiates faits pour gonfler les chiffres du box-office en Chine, avec Donnie Yen, le héros de Hitman. Les deux compères qui sont là pour nous rappeler qu'on est un peu dans l'univers des Jedi et tout, avec la Force. Mais bon, ils sont là un peu pour faire des run gags un peu débiles. Qui sont là complètement embarqués par hasard aussi. Tout le monde est embarqué par hasard dans ce film. C'est un peu ça le problème. Il n'y a que les méchants qui ont un peu des vraies motivations, des vrais buts, des enjeux. Enfin, si, ils ont les enjeux de détruire l'étoile de la mort en volant les blancs, mais c'est léger, c'est pas vraiment leurs enjeux à eux, c'est les enjeux de leurs supérieurs. Eux, ils sont là pour les exécuter, donc voilà. Mais attention, j'ai l'impression que je suis en train de dire que le film est mauvais, mais loin s'en faut. C'est juste que d'un point de vue scénaristique, et que ce soit les acteurs, pas forcément super bien en termes d'interprétation, mais donc c'est surtout le scénario qui est un peu léger, et l'écriture des personnages qui est ratée. Enfin, ça, on va pas dire raté, mais c'est beaucoup trop léger, trop lisse, caricatural presque. Le personnage de Forest Whitaker, Saw Gerrera, qui est apparemment issu d'une série animée. C'est un personnage, il est abattu d'avance quoi. Il a été quelqu'un dans le temps et aujourd'hui c'est plus grand chose et limite il attend plus que la mort vienne le chercher, c'est dommage. Parce que déjà l'acteur a un charisme fou, en termes de design il y a une recherche énorme et c'est ça le problème du film, c'est que c'est visuellement très recherché mais scénaristiquement assez creux. Ce qui est un peu le cas de tous les Star Wars, parce que si j'en ai réfléchi bien, l'univers est très riche, les personnages sont assez lisses, et le scénario lui-même est assez creux. Donc c'est surtout un univers, un bestiaire, qui n'a pas forcément eu les moyens de ses ambitions pour la trilogie originale, et qui a eu quelques gros ratés avec les CGI après, dans la prélogie. Et dans Star Wars épisode 7, mais beaucoup moins, parce que lui, déjà, J.J. Abrams à la barre a fait des très gros efforts, même si son style était moins efficace que dans les Star Trek. Et puis donc, visuellement, voilà. Mais donc, voilà, Star Wars c'est encore et toujours une épopée visuelle. Et il faut dire que Gareth Edwards, après un premier film Monster, totalement oubliable et raté, d'une arrogance ahurissante. Il nous était revenu avec leur deuxième film, Godzilla. Le type fait un film à 500 000 $, on le propulse directement à un budget de 190 millions. Avec Godzilla, c'était une carrière fulgurante. Et Godzilla, qu'est-ce que c'était C'était bof. Mais Gareth Edwards a fait effectivement un très bon travail de réalisation. Et il semblerait que le bonhomme connaisse son métier, puisque là encore, il nous régale avec des plans vraiment très spectaculaires, avec des effets de grandeur, bien là situer les écarts de taille, nous faire vraiment sentir la puissance des vaisseaux, les colosses métalliques, les espèces de Goliath. On avait pas mal vu dans les épisodes 5 et 6, et qui là nous foutent une angoisse. Parce que là, c'est un truc, ça fait 20 mètres de haut, ça a une puissance de feu énorme, ça broie tout sur son passage. Se retrouver vraiment au pied de ça, c'est quelque chose. On n'en a pas eu conscience dans les précédents films, mais là, vraiment, il arrive à rendre toute la grandeur à ça. Mais j'aurais tendance à dire que le grandiose est légèrement inférieur à celui de Star Wars, la Réveil de la Force.
D'une part, le film est moins ambitieux, le budget est moins important, mais bon, ça se vaut à peu près. Mais c'est surtout l'ambition du film. Star Wars 7, c'était vraiment pour poser les bases de toute la nouvelle franchise. Ça devait rameuter tout le monde en salle, donc ça devait être le plus épique possible. Là, il essaye de faire quelque chose d'un peu plus militaire, un peu plus sombre, réaliste peut-être même, puisqu'on perd un peu l'aspect force et on se concentre sur un aspect plus militaire, plus humain. Et du coup, ça marche très bien. En termes d'ambiance et de ton, le film est très réussi. Les différentes planètes visitées manquent d'originalité, c'est dommage. On se retombe sur une espèce de planète de sable encore, la Jabba ou quelque chose comme ça. Pas très original. La planète avec les canyons, on l'a déjà vu 150 fois. Et même la plage, ça fait un peu Halo dans Mass Effect, donc c'est non plus pas très original. Limite, une des planètes les plus originales qu'on a vues récemment, c'est dans Star Wars, Star Trek, je veux dire, Star Trek sans limite, et qui a encore décevé largement. Donc on a du mal à créer des planètes vraiment qui foisonnent de vie, qui ont un écosystème vraiment à part et différent, comme dans Avatar. Et c'est pour ça aussi que ça a tellement bien marché Avatar, c'est que c'est vraiment une planète qu'on n'avait jamais vue, avec un bestiaire vraiment très intéressant et innovant. Et on a du mal à refaire ça. J'espère que dans Mass Effect Andromeda, on verra ça, mais complètement. Et largement supérieur à Avatar. Et pour l'instant, j'attends de voir, mais donc là, en l'occurrence, les planètes ne sont pas ouf. Mais l'ambiance du film en général marche à la perfection. Et c'est un peu creux en profondeur, mais visuellement, c'est très beau, c'est un excellent divertissement. Et le casting n'est pas au top. Mais quand même, Felicity Jones, elle a son charme, la bougresse. Et donc voilà, je vous conseille d'aller le voir quand même, et je lui mets 3,5 sur 5. Mais c'est sûr que, en sortant de Premier Contact, qui est probablement l'un des 10 meilleurs films de l'histoire en termes de science-fiction, ça n'a rien à voir. En termes d'originalité, innovation, de performance, c'était colossal. De réalisation même, Denis Villeneuve était largement supérieur à Gareth Edwards là. Pas forcément en termes de visuellement grandiose, mais c'est l'atmosphère de Premier Contact. Oh là là là. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser sur Premier Contact. Surtout que je vais faire un bilan cinématographique de toute l'année 2016 dans ma vidéo qui sortira le 21 décembre pour fêter l'anniversaire des 6 ans de mon site internet spécialisé sur le cinéma. Et puis donc, en attendant mercredi prochain, je vous invite à continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, mon site internet, et oui, qui arrive à ses 6 ans, attention, bientôt les 2000 clics de films, ça se rapproche, et Instagram, et puis voilà. Allez, continuez de vous cultiver, allez voir des films, Premier Contact, foncez le voir, dépêchez-vous. Et puis sinon Star Wars, évidemment, il est vraiment bien. Mais voilà, allez, salut les gens.